Bonsoir. Ça va, le volume est bon. Ce soir, on va vous inviter dans une plongée, dans un monde à la fois fabuleux et étrangement familier. À la rencontre d'Eugène Ebodé, un auteur à l'imagination foisonnante. Eugène Ebodé est né au Cameroun. Il est journaliste, écrivain, poète, romancier, chante, enseignant, philosophe. On peut lui mettre plein d'étiquettes, mais c'est un artiste aux multiples facettes qui toutes reflètent une vision du monde profondément altruiste. Depuis 2022, il est l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Il est professeur de diplomatie culturelle à l'université Lansana Conté de Sonfonia, je ne sais pas si je prononce correctement, en Guinée. Son œuvre littéraire, publiée principalement chez Gallimard, dans une collection qui s'appelle Continent Noir, ce qui peut être un peu regrettable à mon humble avis. Pas du tout, le noir ici signifie la lumière, et même une lumière creuse. Donc, son œuvre littéraire explore des thèmes tels que la mémoire. J'ai pas fait exprès, on me signale que c'était un oxymore. Très bien, je vais allumer votre. L'identité africaine, la spiritualité. Parmi ses romans notables figure Silikani, pour lequel il a reçu le prix F. Delacroix de l'Académie française en 2007, ou encore Souveraine Magnifique, qui a été récompensé du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2014, et son dernier roman, Zamzam, publié en 2025, qui est une fable mêlant satire, poésie et plaidoyer pour un monde où l'imagination prend le pouvoir. Mais où l'imagination prend le pouvoir littéralement. Dans un royaume où le réel bascule, les certitudes vacillent, une princesse Tikar du nom d'Onisha surgit. Et puis une mystérieuse maladie, la mélantalgie, rend les gens fous d'émotion. Des concours saugrenus qui agitent le peuple. Le rire devient obligatoire par décret royal. Et même les sauces-feuilles deviennent un enjeu politique. Alors, Zamzam, c'est un texte hybride entre prose et poésie, vibrant, provocateur, qui interroge notre époque avec tendresse, ironie et une plume ensorcelante. Ce soir, nous parlerons d'amour et de liberté, de satire et de souffle poétique, de féminisme, de miracle, et surtout, nous écouterons la voix d'un écrivain qui croit encore au pouvoir des histoires. Bienvenue, Eugène Ebodé. Merci, cher Abdou. Je dois commencer d'abord par les remerciements qui ne sont pas simplement une convention. C'est l'idée que ceux qui sont présents sont un présent, c'est-à-dire un cadeau. Ils auraient pu ne pas être là. Ils auraient pu rester vaquer à d'autres occupations. Mais puisque vous êtes venus, je veux vous saluer et vous remercier parce que faire le pari que la littérature est un atout, que les histoires sont une force et que cette force est surtout une modalité qui vient pour compenser des blessures, des malheurs. Vous avez cité la mélantalgie qui est en fait l'addition de la mélancolie et de la nostalgie qui crée une espèce de cocktail nocif. Et c'est pour cela que le roi, le sultan, prend un décret pour que
le combat à conduire contre ce qui risque de faire basculer de la vie à la mort n'est pas lieu. Et justement, l'antidote à une tristesse qui devient mortelle, c'est effectivement le rire, mais pas un rire sardonique, pas un rire irrespectueux, mais une espèce de joyeuse embardée ou entreprise pour mettre à distance précisément le malheur qui vient. Parce que j'ai jamais vu au cours d'un enterrement des gens éclater de rire. Bien au contraire, ils sont tristes. Et l'un des décrets d'ailleurs aussi que prend le sultan pour limiter la casse, vous le savez Abdou, Oui, parce qu'il en prend des décrets. il en prend beaucoup. Il y a même un chapitre entièrement consacré au décret. Au daïr, dirions-nous ici. Oui. Et parmi les décrets qu'il prend, c'est que lorsque survient un décès, on aimerait bien accompagner celui qui est parti, l'entourer de notre affection, mais le sultan constate que quand on y va, généralement, on risque soi-même d'être frappé par le malheur parce qu'on est triste. Exactement. Et comme la tristesse est mortelle, il convient du coup de rire en permanence. Or, on ne peut pas rire dans un enterrement. Du coup, c'est pour ça que le sultan dit les enterrements seront limités à quelques personnes. Il ne dit pas à leur risque et péril. Oui, mais presque. Oui, il le pense fortement. Et j'ose ici le dire à sa place. Vous voyez qu'on prolonge d'ailleurs le livre parce qu'on apporte une écriture supplémentaire et j'adore ce genre d'exercice parce que je sais que sont là mes collègues écrivains, les universitaires qui ont toujours pour mission de traquer le sens. Or, c'est aussi un roman sur le non-sens. Oui, parfaitement. Parfaitement. Et puis, plus qu'un roman sur le sens ou sur le non-sens, c'est un, excusez-moi le jeu de mots, un roman digeste. C'est-à-dire qu'on a le temps de le mâchouiller, de le savourer, de l'intégrer, de le digérer. Et puis, il vit en nous. Et vous parliez à juste titre de mort. Je voudrais rebondir sur ce thème-là parce qu'il est présent énormément dans le récit. Parce que de toute façon, on ne connaît ou on apprend à connaître l'héroïne du roman qui est la princesse Onisha que parce qu'elle est morte et qu'on prépare son enterrement. Mais mieux que ça, dès le début, dans ce prologue exceptionnel, magnifique, que vous avez écrit, où vous vous adressez à votre éditeur pour lui expliquer comment vous avez rencontré vos personnages dans le roman, vous commencez en disant, cette phrase m'a beaucoup marqué, faire le deuil de ce que j'ai perdu a été un préalable avant d'ourler ce récit. Vous avez dû vous-même faire le deuil de certaines choses pour pouvoir vous exprimer tel que vous l'avez fait dans la joie et dans cet appel à vivre les choses différemment. Et si je comprends bien votre interrogation meso voce à voix basse, c'est de savoir ce que j'ai, peut-être ce que j'ai perdu et ce que vous avez gagné. Ce que j'ai pu méditer pour sortir de cette perte. Je pense qu'en écrivant ce genre de livre, on n'a pas toutes les clés. Le lecteur et vous-même en possédez peut-être davantage que moi-même. Parce que il y a quelque chose qu'il faut dire ici. Je n'ai pas voulu écrire ce livre. Or, on peut avoir l'impression, je ne voudrais pas désespérer le lecteur, que c'est un livre qui a été médité pendant longtemps. Et quand la phrase que vous venez de lire,
me fait penser aussi qu'effectivement, on a l'impression que c'est une maturation longue avant d'arriver au texte, à ce texte. Pas du tout. Il se trouve que cette collection, il y a l'histoire dans l'histoire. Je vais vous raconter donc l'histoire dans l'histoire, ou en tous les cas le prétexte au texte. Il se trouve que mon éditeur, Diane Nathalie, dont le prénom est Jean-Noël Schifano, traducteur, romancier, directeur d'une collection qui va fêter ses 25 ans cette année, et je dois dire que ces 25 ans auront lieu à Rabat. Magnifique. Et je ne le savais pas au moment où Jean-Noël me dit au mois de mai, écoute, je t'appelle parce que, au mois de mai de l'année dernière, je t'appelle parce que nous allons avoir un grand moment l'année prochaine et j'ai besoin de toi. Et quel est ce grand moment? Et il me dit, la collection aura 25 ans. Je dis oui, très bien. Et alors? Eh bien, pour fêter ces 25 ans, j'ai besoin d'un texte de toi. Et je lui dis, Jean-Noël, j'ai le nez dans le guidon. Je suis à Rabat, à l'Académie du Royaume du Maroc. Et précisément, nous avons là un colloque en ce moment et nous en organisons d'autres. Donc, je ne veux pas t'engager dans un espoir vain. Je n'écrirai pas une ligne. Voilà, je suppose, maintenant je peux imaginer qu'il a dû transpirer. Mais comme c'est quelqu'un qui ne se décourage pas pour si tôt, pour les choses qu'on lui dit avec conviction, il est revenu à la charge, il a laissé passer le colloque. C'était chez nous. Oui. Sur la dignorité culturelle. Vous vous rappelez? Bien sûr, bien sûr. Le monde est petit. Et puis, donc, après, il est revenu à la charge en juillet en me disant, bon, maintenant vous êtes libre des colloques. Donc j'ai besoin de mon roman. J'ai besoin. Même, je dis non, alors il me dit, même simplement 100 pages. Mais je lui dis, même la première est déjà pas possible. Mais pourquoi? Je lui dis, et que nous préparons la venue de Wole Soyinka. Il aura 90 ans et c'est un moment sérieux pour honorer un immense écrivain. Le premier prix Nobel du continent. Celui qui a voué sa vie à quelque chose qui s'appelle l'éthique. Donc dire les choses et les faire, être convaincu de ce qu'on a dans le ventre et ne pas s'exposer inutilement. Donc pour lui, je veux concentrer toute mon énergie. Et j'ai dans la salle d'ailleurs le professeur Bilundi, qui est professeur à l'université de Tuskegee, qui enseigne la littérature, qui enseigne la philosophie, qui enseigne aussi aux autres ce que nous sommes, ce que sont les écrivains, puisqu'ils représentent les écrivains de la diaspora. Et je lui dis, je ne pourrais pas. À nouveau, il me dit, mais c'est pas possible. C'est là où il me dit, même 100 pages, comme si c'était une petite affaire. Il croit m'amadouer avec le chiffre 100. Je lui dis, non, je ne pourrais pas. Et il me dit, mais... Alors j'ai senti dans sa voix vraiment une forme d'abattement. Une forme de tristesse. De mélancolie mortelle. Alors, je suis aussi, vous le savez, je suis un être sensible. Ouais. Ça se voit. Et quand il a laissé passer un blanc, et puis il m'a dit, vraiment, c'est inimaginable de fêter l'année prochaine sans un texte. Alors, sentant qu'il était pas bien, je lui dis, laissons passer
le 90e anniversaire. Et je te dirai ce qu'il en est. Voilà l'histoire. Et Zamzam est né. Donc Zamzam est né comme ça. Voilà. Les Alors, origines. alors, ce livre, justement, a un titre qui interpelle, Zamzam. Qu'est-ce que ça veut dire, Zamzam? Enfin, Abdou, vous avez sûrement un élément de réponse. Moi, je Alors, dans ma langue, je salue, je parlais d'un traducteur, il y en a un qui arrive, donc je le salue. Dans ma langue, justement, au moment où j'entre un traducteur, j'essaye de faire ce à quoi nous invite Souleymane Bachir Diagne pour que la traduction soit l'hospitalité des langues. Donc, Zam signifie dans ma langue maternelle la joie suprême. On pourrait même emprunter un titre de jazz, Love Supreme. Ouais. Love suprême, l'extase. Alors, vous voyez que quand vous multipliez l'extase par 2, Zamzam, ça vous donne une espèce de débordement, ça vous sort du cadre. Donc c'est quelqu'un qui est un peu zinzin. Donc Zamzam, c'est quelqu'un qui est zinzin, pour être simple. Et pourtant, les choses ne sont pas si simples. Exactement, les choses ne sont pas si simples, d'autant plus que pour nous autres Marocains, pour la plupart musulmans, Zamzam signifie autre chose. Zamzam, ouais. Zamzam fait référence à cette source, à l'eau. Et Zamzam dans le roman est celui qui arrive à sauver tout le royaume grâce à une source miraculeuse qu'il creuse tout en s'appelant Zamzam. Et c'est cette eau-là qui permet justement d'éteindre cet incendie ravageur qui détruit la forêt sacrée du royaume. Et donc, est-ce qu'en donnant ce titre à votre ouvrage, il y avait déjà cette référence à Zamzam? Je ne vais pas faire mon malin. Il se trouve que je décide donc après juillet de me dire, tiens, on a fait une belle fête à Soyinka, il était heureux, il a regagné des années puisqu'il a même pris un engagement pendant le dîner en disant, dans 120 ans on se retrouve. Je me suis dit, si Soyinka nous donne rendez-vous dans 120 ans, qu'est-ce que c'est que 100 pages? Ouais. Allons-y. Soyinka était heureux, nous l'étions avec lui. Voilà. Il y a une force qu'on prend à célébrer les autres qu'on n'imagine pas. Et l'académie, j'en viens à cette académie, me demande parfois, mais tu te fatigues jamais? Quelle est ta potion magique? J'ai beau dire, je suis tombé dedans, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est que le laboratoire qu'est l'Académie du Royaume du Maroc est un puits d'énergie qu'on n'imagine pas. Et le secrétaire perpétuel qui m'a fait l'honneur de m'inviter à plonger dans cette source, vous n'imaginez pas, parce que je lui ai donné évidemment le texte, et je lui ai dit j'allais travailler l'été sur quelque chose. Et puis une fois la décision prise, et avant que l'Académie ne ferme les portes, je vais dire bonjour aux collègues. J'avais déjà l'idée de Zamzam. Je vais parler d'un personnage un peu anormal et d'une jeune fille qui s'échappe d'un royaume et qui va vers un autre. C'était ma trame, Onitsha. Et d'ailleurs, je l'avais intitulé d'abord Onitsha, comme une ville du Nigeria, et qui est aussi... J'avais ce nom qui me trottait dans la tête, et j'ai enlevé juste le T, parce que non seulement c'est une ville du Nigeria,
Mais c'est aussi le titre d'un roman de L'Ecclésio, un autre prix Nobel que nous avons reçu Dans l'académie, il y a quelques mois. Mais au moment où je prends la décision d'écrire, j'ai juste un personnage anormal, une jeune fille qui, elle, est bourrée d'inventivité et qui veut prolonger la mission de Scheherazade. C'était ça mon idée. Alors je vais à l'académie saluer les collègues et je passe devant la plupart d'entre eux. Et puis il y a une jeune camarade, collègue qui arrive, Marois de son prénom, et qui me dit « Ah, j'adore la manière dont vous faites les choses, etc. » Je suis un peu surpris. Souvent, je vous l'ai dit, moi on aussi. ne peut pas imaginer, je suis toujours surpris par cette affaire-là. On est beau. Je me dis, ben oui, on est nombreux à faire, on fait ce qu'on peut. Et c'est une marque touchante, mais ça me surprend toujours. Je dis, bon, je fais, et puis voilà, en espérant que ça soit dans la note bleue. Et que ça apporte quelques bonheurs aux gens. Et elle me dit ça, alors elle me dit, alors en ce moment vous écrivez sur quoi? Je lui dis comme ça, le semblant, Zamzam. Et vous savez ce qu'elle me... Ah, mais la source miraculeuse, je dois dire que moi je ne la connaissais pas. Vous le répétez à personne. Hein? Ils n'ont rien entendu. Si je le lis dans la presse, je saurais. Elle me dit, la source miraculeuse, je suis étonné, laquelle? Elle me dit, mais vous ne connaissez pas, à la Mecque, il y a une source. Ah, je dis, mais racontez-moi, ça me plaît ça, cette source, ça m'intéresse. Et c'est ainsi que dans mon imagination, j'avais la difficulté de composer, j'avais mes deux personnages, j'avais la mélantalgie sûrement, j'avais des personnages, le sultan, parce qu'il devait correspondre à Shahryar, faire un peu les parallèles, il y avait ma Scheherazade Onitza qui allait prolonger un pacte. Parce que, entre nous, dans le conte des Mille et Une Nuits, ce qui m'a intéressé, c'est la mise entre parenthèses d'une décision d'un monarque. Il a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, d'agir contre les femmes. Et parce qu'il a été soit trahi, soit méprisé ou en tous les cas rabaissé dans son honneur. Et il estime que bon, il doit arracher à chaque vierge sa vie. Et voilà que cette décision est mise entre parenthèses. Elle est suspendue à une histoire, à la suite de l'histoire. Puisque ce n'est que par l'histoire, comprenez, par l'histoire, par une histoire. Et quand vous avez commencé en disant comment l'histoire devient la puissance, Ouais. c'est pour prolonger Scheherazade. Et ce n'est pas seulement le prolongement de Scheherazade, c'est aussi dans mon esprit l'idée qu'il y a déjà eu un contrat social. Rousseau l'a magnifiquement écrit. Le premier qui emploie un terrain, c'est-à-dire ceci est à moi, est le fondateur de la société. Il a fallu que quelqu'un lui dise à cet imposteur, la terre n'appartient à personne et les fruits sont à tous. Contrat social. Et il y a un autre contrat intime entre le sultan et Scheherazade, c'est que ton histoire sauvera des vies humaines. Ouais, c'est ça. Et donc je me dis, il y a un contrat civil
il y a une nouvelle convention à faire. Je ne peux pas être, alors du coup, transposition, je ne peux pas être à l'Académie du Royaume. Mobiliser autant d'acteurs, de savants, d'experts, de gens qui rebattent les cartes de la connaissance particulière, générale, holistique, des gens qui élèvent les esprits et qui ont un sultan qui les protège, puisque le roi Mohamed VI est le protecteur de l'Académie, qui pousse lui-même, allez-y, cultiver la culture, cultiver la relation, montrer ce que c'est que cette Afrique, ce qu'elle propose au monde, qu'elle a un génie. Et ce génie, mettez-le à la disposition, non seulement des Africains, mais de notre humanité. Et je me dis, bah alors, s'il y a eu des tas de contrats qui sont passés, il y a eu des utopies de notre ami mort, eh bien, il faut chercher cette nouvelle convention entre les humains où l'histoire va être l'article presque unique, l'histoire, qui scelle un pacte entre celle qui les sème et celui qui les moissonne. Merci beaucoup, cher Abdou. Oui, celui qui les moissonne, effectivement, parce que c'est le pacte entre le sultan et Onitsha, c'est celui de semer les idées et de les moissonner. Mais Onitsha, qui est présenté dans le roman comme la femme miraculeuse, cette princesse Tika qui s'enfuit parce qu'elle refuse de se donner à un mariage arrangé, qui se retrouve donc chez ce sultan, que d'abord on veut chasser, dans un premier temps, parce c'est les conseillers. C'est les conseillers, justement, qui décident qu'elle n'est pas la bienvenue, qu'elle ne va apporter avec elle que des embrouilles. Oui, pour ne pas dire pour ne pas dire autre chose. On se comprend. Mais le sultan qui sent que cette femme est à part, est autre chose, l'accueille, lui demande, accepte de sceller ce pacte avec elle, de semer des idées, de les moissonner, la laisse ouvertement user de sa magie pour créer de la poésie autour d'elle, réunir les poètes, inventer des idées nouvelles, mettre en place toute une ligne de savoir-faire dans la créativité, dans l'imagination, pour que les gens s'épanouissent. Elle rend les gens fous. Tellement elle est belle et tellement elle est attirante, elle ressemble à Nefertiti, on dirait une princesse égyptienne. D'ailleurs, le roman est dédié à Nefertiti. Et finalement, elle est réellement miraculeuse parce que dans ces pactes scellés, les gens se retrouvent transformés juste de l'avoir fréquentée. Le monarque lui-même finit par faire son mea culpa à un certain moment. Je ne vais pas chercher le passage, mais à un certain moment, il dit en substance... Il a tout coché, il peut le retrouver son passage. Il dit en substance, pourquoi est-ce que je devrais régner avec la force? Est-ce que je ne suis pas... est-ce que ce n'est pas possible pour moi de régner avec... Pourquoi être monarque, c'est devoir régner avec la force, être craint, semer la peur dans les gens. À un certain moment, il en a marre. Et au final, quand arrive cet enterrement d'Onitsha, eh bien, on voit que le sultan change parce qu'il refuse de précipiter l'enterrement
et il décide de faire la paix par cet acte-là avec le souverain voisin de Chiki Onitsha était venu. Et puis surtout, il refuse de condamner Zamzam parce qu'il a donné sa parole et qu'il veut que sa parole soit respectée. Donc, quelque part, Onitsha est vraiment celle qui est la source des miracles, quelque part. Tout ça est fort bien dit. Et le résumé de l'état du sultan. Au début, on peut penser que quand il congédie ses conseillers, l'un est même banni. Et il retourne à Tikar d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, la nature a horreur du vide. Mais c'est en relisant que je me suis aperçu que... Mais je soupçonne Onitsha d'avoir plus le contrôle sur moi. Parce que quelquefois, je relis, je me dis, tiens, est-ce vraiment moi qui écris ça? Et parfois, c'est Zamzam qui se rebelle, me dit, je l'ai vu à Berlin, j'ai parlé de Zamzam, et dans la nuit, eh ben, Zamzam m'a dit, écoute, Eugène, je suis gentil, mais tu m'as présenté d'une manière qui n'est pas trop catholique. Donc, il proteste, Zamzam, et il continue à arriver à me dire que dans telle ou telle situation, s'il a agi de cette façon, eh bien, c'était conformément, justement, à la convention que lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule convention entre le sultan et Onitsha. Vous avez raison de dire que Onitsha prend le contrôle de beaucoup de choses. Il y a aussi une convention entre Zamzam et Onitsha. Oui. Puisque c'est lui qui redistribue après la mort de... Parce qu'il y a le vizir qui enquête, qui dit, mais enfin, où sont où est le patrimoine? Il y a des objets qui ont disparu. Et vous l'avez noté, Abdou? Bien sûr que je l'ai noté. Et Zamzam, en fait, il récupère et c'est lui qui redistribue, y compris à son rival, le poète. Il lui donne la statue. Justement, je voulais aborder ça un peu oui, peut-être un peu plus tard, mais je voulais insister sur les conventions ou les contrats ou les accords qu'il y a par-delà la personne même. La convention telle que vous l'avez indiqué avec le sultan est vraiment effectivement très bien restituée. La convention presque tacite avec le poète, elle a en fait déjà un poète auquel elle a de vénération maximale. J'allais même dire zamzamique, tellement elle déborde. C'est Nosidor Guilamba. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais Nosidor Guilamba, je me suis jeté sur Internet pour découvrir qui est ce Nosidor Guilamba, poète du 8e siècle, et qui a réalisé des textes incroyables, dont Onitsha en donne quelques aspects, puisqu'elle présente ce poète. Et alors, j'ai vu dans l'œil du lecteur presque un abîme de tristesse, et de n'avoir pas découvert dans Internet ce poète, Nosidor Guilamba. Ça aussi, c'est une convention secrète que je n'aurais peut-être jamais dû révéler. C'est que dans l'écriture, vous avez une muse fantastique qui vient vous dire, nous allons créer, ça aussi c'est dans les pouvoirs, vous allez rajouter ça pour les pouvoirs de, pas seulement sur le prince, hein, sur le sultan, mais le pouvoir sur l'écrivain. Onitsha prend le pouvoir aussi. Et elle dicte, moi je n'aurais jamais voulu qu'elle meure, hein.
Non, physiquement, mais là aussi, il y a eu une espèce de retrait parce que c'est pas la mort. Vous avez vu que dans les conventions, il faut l'enterrer vite. Le sultan, vous l'avez dit, retarde. Il signe un acte de paix. Et même, il y a quelque chose qu'il faut dire et que le lecteur va découvrir. C'est la technique d'écriture. J'ai voulu mobiliser dans ce livre qui est vraiment 100 pages, mais mon Dieu, quel enfer, dans quel enfer je me suis jeté. J'ai choisi le mode poétique, j'ai choisi le 10 ans, j'ai essayé le 4 ans, je me suis aperçu que Nietzsche ne voulait pas, le 4 ans c'est trop court, et évidemment il ne fallait même pas essayer les vers classiques et le tercet, etc. Non, elle voulait le 10 ans. Et donc, j'étais obligé de compter mes strophes. Et puis, en les comptant, à un moment, ça a échappé à mon éditeur, d'ailleurs, qui faisait les mêmes comptes. Et puis, quand on m'envoie les épreuves, je m'aperçois, oh mon Dieu, il y a une strophe qui a 11 vers. Comment m'en sortir? Et c'est une lettre, justement, du sultan qu'il doit parapher. Et voilà que nous risquons de sortir d'une autre petite convention scripturaire qui est de tenir la strophe avec le 10 ans. Et là, 11. Je me dis, bon, il suffit d'en enlever un. Impossible. Tout tient. Je m'arrache les derniers cheveux qui me restent. Rien n'y fait. Et puis, Nietzsche, voilà mon secours. Crétin, tu n'as qu'à faire annuler l'affaire par le sultan. D'accord. Oui. Et donc, vous avez vu? Oui, et le sultan décide, enlevez-moi cette phrase, et la phrase est enlevée. Sauf qu'elle reste dans le texte. Donc il y a une espèce de petite magie. Vous me supprimez cette phrase. Et donc, comme le sultan a décidé qu'elle est supprimée, pour nous tous, elle est supprimée. Elle est supprimée. Mais pourtant, elle est là. Elle est là. Là, ça a été l'un des petits bonheurs incroyables d'écrire ce texte. On peut en ajouter un autre. Je voulais que les conventions, puisque c'est un livre sur les conventions, les nouvelles conventions, elles ne peuvent pas exonérer les anciennes. La bibliothèque que nous revisitons, comme je vous l'ai indiqué à l'Académie du Royaume du Maroc, est une bibliothèque universelle pour exposer le génie africain. Il se trouve que dans la bibliothèque universelle, la manière de raconter les histoires, les auteurs du 19e, du 18e aussi, avaient l'habitude de choisir un cartouche. Je dis bien un cartouche, hein. Oui, un cartouche. Un cartouche. C'est un dispositif qui vient juste après le titre du chapitre d'un texte, et vous avez le résumé des différents éléments du chapitre. Ça n'existe plus maintenant. Donc, pour revisiter nos conventions, il me fallait passer aussi par ces conventions techniques, cette histoire de la littérature, l'histoire du récit, et reprendre cette histoire-là, la mettre en place pour arriver à autre chose. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais voilà, j'ai essayé. En réalité, tout ce que vous dites me fait penser que finalement, Onisha a très peu parlé dans ce roman. C'est les autres qui ont parlé pour elle. Parce qu'ils ont raconté son histoire, parce qu'ils ont raconté ce qu'elle leur a apporté, ce qu'elle a créé. Mais en réalité, elle parle très peu de phrases lui appartiennent dans le roman. Et quand ces phrases-là existent, ce sont souvent des phrases sentencieuses. Ce sont des arrêtés, justement.
Mais C'est le pouvoir des mots. oui. Le pouvoir tout court. Mais il y a un passage suite au rapport qu'elle a fait sur Nosidor et qu'elle a remis au sultan et qui va amorcer le changement dans l'esprit du sultan. Il y a un passage, justement, un dizain que j'aimerais lire à l'assistance et qui résume très bien ce que Onitsha a apporté à ce peuple, à l'humanité tout entière, en réalité. Je veux les productions, pas les reproductions. Qu'on mette à l'honneur la créativité. Ce ne sont pas les galipettes qui sont nos héros, ce ne sont pas les galipeteurs qui sont nos héros, ni le pétrole qui nous fera avancer. À nous d'être dignes de nos bilambas, à nous d'être dans le sens de l'histoire, avec un grand H. Ce n'est pas en soufflant dans le ventre d'une femme qu'elle porte une mélodie, car un ventre n'est pas une trompette. Que les propositions contenues dans ce brillant rapport soient un modèle, plus que cela, mise à exécution. Et déjà, le décret commence. Et déjà, le décret commence. Oui, le décret. C'est vrai que dans ce passage, il y a le dispositif à partir duquel les lois sont adoptées. Et même, pas seulement les lois, on a l'impression qu'il y a déjà le paraphe du souverain. C'est ça, c'est exact. Il y a déjà, c'est-à-dire la loi est promulguée et signée. Et pourtant, c'est elle qui parle, en effet. Quand elle évoque les galipeteurs, quand elle évoque le ventre, quand elle évoque la soufflerie, qui n'est pas, le ventre d'une femme n'est pas une trompette. Parce qu'il y a aussi beaucoup de coups de trompette. N'y voyez pas un mot lié à une personnalité amatrice des galipettes. Puisque quand Onitsha, j'écrivais tout cela, ce n'était pas dans l'horizon. Je crois même qu'à l'époque, le dit galipetteur avait été très bas dans les sondages. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que le virilisme n'est pas du côté de l'exposition brutale de la force. Oui, exactement. Et que la force est dans l'élucidation non brutale des horizons disponibles. L'élucidation non brutale des horizons disponibles. Merci, Onitsha. L'inspiration. Pour continuer un petit peu dans le récit, nous avons beaucoup parlé d'Onitsha, mais donc du sultan aussi. On a encore très peu parlé de Zamzam. Alors, Mais permettez, pour le sultan, parmi ces décrets, j'en profite pour parler au professeur Haruna Koulibaly et le remercier de venir de si loin, de Côte d'Ivoire. Il a eu la gentillesse de m'inviter parce qu'il conviait en réalité l'Académie du Royaume du Maroc à aller participer à une renaissance d'un institut chargé de l'esthétique. Et lors de cette invitation, il a eu une autre amabilité de faire en sorte que je puisse m'exprimer à la télévision au journal de 20h. Et ce jour-là, il y avait des nouvelles de commémoration. Notamment, on parlait de Bernard Dadier ce jour-là. On parlait aussi d'une circonstance très heureuse d'un musicien que j'aime beaucoup, qui s'est lui-même renommé le génie de Palaiseau. Et en parlant de lui, de Méoué, il se trouve que j'ai donné du travail sans faire exprès au relecteur de Gallimard qui, en écrivant le génie de Palaiseau, j'ai écrit comme en France, la ville française. Or, il cherchait ce génie de Palaiseau qui est ivoirien,
et qui s'appelle Mewe. Et donc, ils m'ont envoyé des interrogations en rouge, on ne trouve pas. Donc, au téléphone, je l'appelle, je dis, oui, c'est comme ça, il s'est autonomé, le génie de Palaiseau. Mais il me dit, la graphie. Je dis, ah, la graphie, ça pose un problème. Ok, on va chercher. Et on a cherché le génie de Palaiseau. Et je me disais, je me suis retrouvé à Abidjan, écoutant le génie de Palaiseau, mais oui, oui. Et en me disant, mais j'adore ce musicien. Il a une telle faculté de nous rendre joyeux, et je voulais l'intégrer justement dans une autre convention que Onitsha suggère. C'est que pour sortir de la mélancolie, il faut être joyeux, il faut être heureux, il faut rire. Et donc, le décret du sultan il y a un autre décret qui élimine toutes les musiques nostalgiques qui risquent de rendre les gens tristes. Aïcha est suspendu. Oui. Alors je me suis dit, je vais me faire des ennemis, des gens que j'aime bien. Aïcha, Aïcha, me quitte pas. Par contre, Maître Gims est convoqué. Oui. Donc, ben, j'aime beaucoup Cheb. Hein, Cheb Ralid, j'adore Aïcha. Sauf que, et j'adore Férouz, hein, faut vraiment le dire, je compte sur vous, Abdou. Je vais vous embrasser, puisque vous le dites. Ah ben, je suis prêt. Et j'allais parler, mais après, de l'arabité dans l'africanité et l'africanité dans l'arabité. Et quand vous parlez de Férouz, alors là, je saute. Oui, oui, sauf que mais dans le livre, vous risquez de ne pas sauter. Ou alors de me sauter sur la gorge. Avec une question, mais elles sont malheureusement interdites pour cause de mélantalgie. En plus, ce sont deux registres complètement différents. On peut rien Elles ne sont pas les seules. Non, elles sont pas, si ça peut vous rassurer. Il y a une longue liste. Mais moi, je mets Férouz. Bien sûr. C'est une déesse. Et moi aussi, c'est vraiment mon panthéon. Oui, moi aussi. Koum, mais c'est pas possible. Vous imaginez, moi, en Je l'ai écrivant ça, écouté trop quand j'étais jeune. combien d'heures j'ai passé pour aller me prosterner en disant c'est pas moi, ça c'est les histoires de Nietzsche et ses accords avec le sultan. Je suis vraiment pour rien, je vous assure. Non, Abdou, vous me croyez ou pas? Merci. Donc, je voudrais revenir donc au récit. Il a fini avec Palaiseau. Donc, avec le génie de Palaiseau, et comme j'avais des difficultés à trouver comment la graphie du mot Palaiseau, c'est par un miracle, en regardant la biographie, donc j'ai fait biographie Mewe, et c'est en écrivant biographie Mewe, en faisant les recherches sur Google, que je suis parvenu à trouver que dans le quartier d'Abidjan, il y a un lieu qui s'appelle Palaiseau. K-P-A-L-E, accent grave, Z-O. Et c'est pas Palaiseau comme la ville des Yvelines, je crois, en France. Oui. Voilà. Voilà comment. Massy Palaiseau. Oui, Massy Palaiseau. Voilà comment j'ai pu contourner cette difficulté orthographique. Donc, pour revenir au récit, dans le récit, il y a deux événements majeurs. Deux événements qui sont des événements fondamentaux dans le sens où ils constituent le fondement de la vie à la mode d'Onitsha. Il y a d'abord un premier événement, les variations sur la sauce feuille, qui est un événement extraordinaire puisqu'il permet d'unifier l'Afrique autour d'un conflit à l'origine. Et puis le deuxième événement qui sert à faire taire les opposants, parce qu'il y en a toujours, mais vos opposants à vous ont la tête dure. C'est ce fameux concours continental des Coréas qui doivent
pour survivre avec comme cadeau la chose la plus fabuleuse qui puisse leur arriver, c'est-à-dire devenir officiellement le fiancé d'Onisha, il faut qu'il passe par la massue du roi. Pour vérifier si les têtes sont vraiment... Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux événements-là et quel rôle ils jouent justement dans le roman et pourquoi il était nécessaire qu'Onisha existe à travers ces deux événements? Ça, c'est une question rude. On a combien d'heures? On a encore un bon quart d'heure. Bon. Ah non, la salle. Oui, Y compris la salle. Ah oui, c'est vrai. Vous garderez seulement 5 minutes la salle. Non, bon, on va faire. Un bon quart Parce d'heure. qu'en général, il y a des préfère- gens qui prennent la parole Oui, tout seul, et puis après, je préfère passer à la salle tout de suite. comme je suis devant, donc... Non, vous inquiétez pas, il y aura tout le temps qu'il faut pour la salle. Allez, posez vos questions. Et nous, on vous a écouté 2 heures. Non, je suis pas d'accord. On peut passer à la première question. Oui, Abdou, quelle était déjà la question? Ah oui, les deux événements. La sauce feuille. Oui. Commençons par les variations sur la sauce feuille. Alors, il se trouve que dans sauce feuille, il y a à la fois un élément végétal. Parce que vous avez parlé de la massue, c'est des têtes de pierre, hein, vraiment rudes, des gens rebelles, des récalcitrants, et qui, je ne sais plus si j'ai utilisé le verbe récalcitrer, qui récalcitrait. Oui, Ouais. exactement. Oui. Donc, et c'est des gens, d'ailleurs, en écrivant sur les coriaces, j'ai aussi présenté d'autres. D'abord Yébo. Oui. Excusez-moi, Yébo le pygmée. Et puis viennent une autre cohorte de gens qui disent que eux aussi ont droit à ce concours. Arrivent les fous du volant, comment on dit, les gens du bitume là, comment je les ai appelés, Les tumeurs, je reviens. toute une liste. Ceux-là ont été annulés tout de suite. Oui, ils sont écartés. Ouais. Puisqu'il y a quand même, c'est un concours sérieux. Ça, c'est le deuxième. Hein. Mais pour le premier, restons sur le premier, celui de la sauce feuille, au fond, je voulais un élément à la fois végétal et aussi quelque chose qui évoque les saveurs africaines. Et la gastronomie, il se trouve que quand on parle de l'Afrique, on peut évidemment, sans aucune réserve, louer l'anthropologie africaine, louer l'archéologie avec des ressources incroyables, surtout tout ce qui est au sous-sol. Mais on ne voit pas toujours ce qui est là, visible. Et donc la sauce feuille est un mets gastronomique qui vient à partir de la simple feuille de manioc. Et il se trouve que j'ai un de mes compatriotes qui a écrit un jour, et il a eu beaucoup de succès en Europe avec cette histoire. Peut-être que je me disais, tiens, en valorisant nos produits à nous, les lecteurs, peut-être me donneront-ils raison à Onisha en disant, ah ben oui, c'est chez nous et nous en voulons. Parce que l'écrivain dont je parle a écrit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Alors les Occidentaux ont dit « Formidable, nous n'aimons ni le noir ni le manioc, nous. » Et voici quelqu'un qui nous ressemble, qui dit ce que nous n'osons même pas souvent avouer. Bref, il a eu beaucoup de succès avec cette histoire. Et vous savez, je revisite la bibliothèque. Et quelquefois, je ne suis pas non plus tendre avec nous-mêmes. Parce que dans l'épisode des Coriaces qui va venir, je le dis avant d'oublier, il s'agit non seulement de vérifier, de dégonfler les têtes dures, mais aussi les chevilles.
Les chevilles ne sont pas oubliées. Et donc, en essayant de repositionner la valeur africaine, l'idée c'était ça. Comment valoriser nos potentiels, et notamment ce qui nous nourrit. Ici, en Afrique du Nord, on a connu quelques batailles autour du couscous. C'est moi l'inventeur, c'est moi, non, c'est moi le Tunisien. Kaftan. Ah non, oui, le kaftan, le zélige, on en a pas mal hein, de batailles. Et je me disais au fond, au lieu de faire cette bataille qui ressemble à une revendication uniquement circonscrite à un État, au lieu d'être des États et d'être des forces, une puissance collective, ça se résume à des affrontements. Comment échapper à cette malédiction de l'affrontement alors qu'on a, par exemple, le couscous? Eh bien, prenons-le, faisons la variation marocaine, la variation tunisienne, la variation algérienne, la variation libyenne, la variation mauritanienne, la variation, voire même camerounaise. Et ça serait, pour moi, la manière dont chaque pays ajoute un supplément de saveur à la saveur initiale, à la ressource initiale. Et c'est pour cela qu'il y a ce mot variation. Il est là, non pas pour faire joli, pour rendre cosmétique quelque chose qui serait certes intéressant, mais qui, sans les enluminures, aurait peu de valeur. Non, les variations sont importantes. Ça célèbre la diversité, ça célèbre aussi la capacité à bonifier quelque chose et à lui ajouter ce que, évidemment, tous ceux qui retravaillent disent nous avons mis de la valeur ajoutée. C'est ça qui me conduisait à proposer cette première entrée. D'ailleurs, Yebo, même s'il n'est pas concerné par la variation de la sauce feuille, Yebo le pygmée qu'on voit arriver pour les coriaces, le confirme. Parce que son reproche à Yebo, c'est de dire, vous les Africains modernes, vous les gens du royaume et de la ville, vous avez le regard porté sur vous-même et sur le désert, et vous voyez au-delà de votre désert, mais vous nous avez oubliés, nous, dans notre forêt, vous nous avez laissés comme proie aux fauves, et nous avons survécu. Oui, là, c'est aussi le point de vue de ce que nous appelons les minoritaires dans la typologie politique ou sociologique. Nous avons des groupes, et on sait qu'il y a des groupes qui sont parfois dominants, soit par leur capital symbolique ou par leur capital matériel. Et les minoritaires passent un peu en dehors des radars. Et puis, historiquement, la question de la colonisation doit interroger l'anthropologie humaine dans ses diverses ramifications. Il se trouve que je viens donc du Cameroun, et au Cameroun existe une variété incroyable aussi de populations adossées à des langues différentes, plus de 200, certains disent même 320, dans 475 000 kilomètres. Une babelle des langues. Et il ne s'agit pas pour moi de considérer qu'il y en a trop. Bien au contraire. Nous avons hérité de l'histoire. Et dans cette diversité des populations, les nains, comme on les appelle, ou pygmées, l'autre mot qu'on accole à ces myrmidons aux allures de myrliflore, là c'est mon côté poétique onéchaïen qui revient. J'aime les myrmidons.
parce qu'ils sont l'envers d'un décor que nous pensons nous avoir destiné au pouvoir de commandement sur eux. C'est pourquoi, revisitant la question des contrats, qui est, comme vous le savez, traverse le livre, comment une notion juridique peut-elle être l'intrigue d'un roman? Ça, c'était l'autre petite question pour mes collègues universitaires. Et cette question-là, je l'aborde brutalement dans la deuxième séquence qu'Onitsha pose sur la table du royaume en organisant le concours des coriaces, des têtes dures, des récalcitrants, des fêlés, des zinzins, bref, de tous les fous que l'Afrique peut contenir, et il y en a pas mal. Alors, je ne devais pas, ici, comme avec les musiciens que j'aime, citer des noms, parce que, en discutant avec un ami que j'aime beaucoup, il me dit, ah, mais vers du côté de Oujda, il faut regarder là-bas, il y a pas mal de têtes dures. Je dis, mais... il m'a même donné un nom. Je lui ai dit, mais mon cher Nour, tu veux que je quitte le Maroc? J'adore. Que j'aille à l'est. Du coup, j'ai quand même évité pas mal de citations. Hein. Oui, exactement. Alors, je ne sais plus qui j'ai mis là-dedans, mais comme je ne pouvais pas m'empêcher d'épargner tout le monde, bon, j'ai mis les enragés du bitume. Il y en a pas mal. Ceux qui estiment que dès qu'ils sont au volant d'une voiture, eh ben, le grand combat commence avec l'environnement qui s'installe entre deux voies qui sont de billets, de guingois. Et il faut se débrouiller à les éviter. Bref, je les ai recensés, mais comme il y en a dans tous les pays, donc j'étais tranquille, aucun ne pouvait se sentir en particulier concerné. Et puis Yebo apparaît. Et pour moi, Yebo, ce myrmidon aux allures de mirliflor, vient mettre les pieds dans le plat de légumes. Exactement. Exactement. Et il y va au mortier, si je puis dire. Vous nous avez abandonnés avec les fauves, avec les pitons, et ici toutes les bêtes féroces, qu'effectivement, les hommes de petite taille, alors qu'on aurait pu dire, mais c'est Abdou qui devrait y aller, hein, se coltiner le lion, le mamba vert, et que sais-je encore. D'ailleurs, il le dit. Oui. Votre crocodile ne peut arracher qu'un bras, le mamba, nous, il est mort pour tuer. Il le dit très bien. Il va plus loin, il refuse. Il va plus loin, il refuse l'arc. Il leur dit, je sais faire mes propres pièges. Je n'ai pas besoin de votre science, j'ai la mienne. Et oui, il y a de la riposte. Oui. Et je voulais aussi que la répartie soit un autre moteur. Ne pas se contenter de la description des situations données et prises comme définitives qu'il y avait dans la discussion, dans la conversation, vous savez qu'on est toujours dans l'idée de fabriquer un contrat, hein, un nouveau contrat civil, et dont les arguments mobilisés doivent être des arguments puissants. Pour les rejeter, il faudrait vraiment que d'autres les surpassent. Donc à l'intérieur du concours des coriaces, l'idée c'est de mettre aussi au défi l'argumentation. Convoquer une argumentation solide pour que, par exemple, Yebo, qui représente donc ces minorités, vienne dire, mais là où vous êtes établi, eh bien,
vous avez piétiné des espaces sacrés, vous ne vous en rendez même pas compte, eh bien, ils vous pénalisent. Donc, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte, mais Yebo, il est un lanceur d'alerte au bazooka. Il y a de quoi incendier plus qu'il n'en faut un royaume. Et précisément, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. À partir d'où? À partir de Yebo, à partir de l'arrivée de Yebo, de son enfermement, pardon, dans la forêt sacrée. Oui, parce que Yebo, on le destine d'abord à un hôtel. Et dit non, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Je retourne auprès des miens. Et justement, ce retour auprès des siens est suivi donc de cette catastrophe parce qu'il vient être presque, non pas celui qui allume l'étincelle, qui met le feu aux poudres, mais celui qui vient montrer qu'il y avait un désaccord. Et c'est pour cela que la forêt brûle, cette forêt sacrée. Et tout se passe, comme vous avez vu, dans cette forêt. Et c'était ce que je voulais mettre en évidence. Oui. Merci beaucoup, Eugène Baudet. J'espère qu'en tout cas, notre lecture et notre bavardage vous aura donné envie de lire le livre. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions dans la salle. Et puis après, Eugène se fera le plaisir de signer les livres à qui le souhaite. Est-ce que... Oui, bien sûr. Mais je suis désolée, c'est pas pour une question. Je suis mal à l'aise avec poser des questions. On se connaît, donc on ne va pas. Peut-être regarder les professeurs. Je suis professeur. On se retrouve entre professeurs. Donc c'est très bien. Vous allumez le micro? Le micro, oui. Les professeurs ne savent rien. Non, je rigole. Je me présente, je suis enseignante à l'ESI, l'école de sciences de l'information de Rabat. Voilà, c'était de notre colloque dont vous parliez. J'ai eu le plaisir, vraiment, et l'honneur de rencontrer. Je peux vous appeler Eugène? Bien sûr, vous avez tous les droits. Oui, ok. Donc, dans un colloque sur une conférence qu'on avait organisée sur l'ingénierie culturelle et le développement du patrimoine, et c'était par le biais de Monsieur Louezani. Monsieur Louezani, qui est plutôt arabophone. C'est de là que j'allais faire un peu le lien. D'ailleurs, ne serait-ce qu'il y a pas longtemps, je lui ai demandé vos coordonnées pour que vous puissiez venir intervenir dans l'un de mes cours de la culture africaine. Alors il m'a dit, il est très occupé, mais je vous donne quand même son numéro de téléphone. Donc j'ai votre numéro de téléphone, je m'accroche à vous. Alors moi, c'est pas des questions, c'est des questionnements. Oui, voilà, je vais essayer d'être pas trop bavarde. Donc, ben, c'est un bonheur, bien sûr. Il y a des gens avec qui on s'ennuie, même s'ils sont très savants, et des gens avec qui on apprend et on s'amuse. Voilà. Parlez d'Abdou, là. De vous. Donc, avant-hier, j'étais avec Denis Reloz, qui est un grand économiste, dans le cadre d'un café citoyen avec Français du Monde, on les appelle, une association. Et c'est ce que je lui dis avec lui, c'est pareil. C'est un séducteur, vous aussi vous l'êtes. Ça, à votre disposition. Voilà. Donc, Louezani, il a écrit un dernier bouquin, sûrement vous êtes au courant, qui s'appelle l'Afrique étonnante. C'est-à-dire, c'est des entretiens avec des auteurs africains. Vous savez, sa passion pour et c'est ce qui a fait le lien dans le cadre de cette belle conférence. On était devant et vous avez parlé, et moi j'étais là, vous regardez, mais c'est vrai que j'étais souvent, je suis assez avancée dans l'âge pour ne pas être séduite par des discours savants et ennuyeux, donc par votre façon de transmettre cette joie, justement, de transmettre les choses, de partager, et en même temps,
comme on disait avec l'Islam, c'est pas parce qu'on parlait des valeurs de la gauche, c'est pas parce qu'on est socialiste qu'on doit être pauvre, ni dans donc on est une femme, donc on doit être pour être féministe, mais un peu Jean Clochard. Non, c'est dans la joie aussi, dans l'élégance et tout ça. Et vous faites partie de ces gens-là. Donc, moi, je voulais saluer tout ça et vous parler de deux petites choses. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas possible, on va pas me laisser parler. Il y a ce lien, moi, qui est très important pour moi, qui est l'africanité de l'arabité et l'arabité de l'africanité. C'est un truc que j'ai inventé comme ça. Non, Zamzam. Il le dit, alors que je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu. Et donc, je l'ai un petit peu plus découvert avec un élément de module qu'on m'a confié sur la culture africaine. Je ne sais pas pourquoi M. Ouazzani, il a senti que c'est moi, la culture africaine. Et je me suis penchée effectivement avec les étudiants. J'ai dit par quoi commencer pour parler de la culture africaine. On a un élément de module de 16 heures, je ne sais pas. Donc, je les ai mis tout de suite. Choisissez, vous voulez qu'on parle de l'Afrique, on définit le concept, etc., etc. Mais après, chacun, il va devant son PC et on fait des trucs et c'est des masters. Redonnez-nous votre nom. Hanel Yousfi. Madame Yousfi. On a une photo ensemble, allez-y. Oui, On rappelle ensemble. c'est pour nos... Oui, voilà, Hanel Yousfi, je suis enseignante-chercheur à l'École des sciences de l'information de Rabat. On ne forme pas des journalistes, mais des ingénieurs des données, comme vous le savez, et puis des masters dans l'info culturelle, dans l'intelligence, tout ce baratin universitaire. Pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? L'africanité et l'arabité. Et s'il vous plaît, comme ça. J'adresse. Déjà, j'ai dit ce qu'il. Je pense que c'est juste pour développer un peu. Non, c'est bien, vous avez contextualisé notre rencontre. Oui. Je vous pense avez que c'est été très important. agréable. Et puis, on ne peut pas me dire, Madame, posez des questions, vous avez 2 minutes. Moi, je refuse. Vous êtes une récalcitrante. Je mettrai votre nom dans... Je suis une rebelle et on ne peut pas me mettre dans le carcan, poser des questions, on a 5 minutes et puis vous sortez. Non. Moi j'ai fait des mains et des pieds pour venir ici. Non, vous restez avec nous. On ne peut pas vous dire, poser des questions et puis après, voilà, il n'y a pas de questions. Il y a un débat, il y a un partage et puis voilà. Donc, non, donnez à quelqu'un derrière. Qui c'est qui veut le faire? Vous avez fini? Non, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Si, elle a... J'ai l'habitude de ne pas finir. Non, c'est très bien, merci. Vous voulez juste vous rapprocher parce que le micro va pas aller. Oui, le micro, ça va pas, c'est long. Voilà, puisque personne ne veut poser une question, moi j'en ai une. Je m'appelle Nassir Atmani, je viens d'à côté, Mayotte. C'est pas très loin d'ici. À la nage. Oui. Non, après ça, quoi ça? Saluer la Réunion de ma part, l'île de la Réunion. Ok. Alors, je me suis toujours posé une question depuis que je te connais. Comment se fait-il que tu écris des livres extrêmement donc lourds de sens et que en le feuilletant, en le lisant, c'est plein de croche-pieds dedans, c'est-à-dire il y a toujours de l'humour dedans. Comment tu fais? Voilà. Vous m'avez sauvé parce que vous avez parlé. Merci, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai la réponse. On prend plusieurs questions et puis on. J'ai eu le plaisir de connaître. Je sais pas. Voilà, merci. Mais je peux parler même sans. Bah, Non, allez-y avec. comme ça on peut vous entendre. Moi, va pour reporter. Moi aussi, je suis comme vous. C'est un Italien, parle beaucoup avec les mains. Je suis marocain, mais je peux parler italien parce que il vient d'évoquer l'italien que c'est une langue que j'ai apprise parce que je suis de Fremensala. Et les gens de Il y a beaucoup de Fremensala, gens qui vont en Italie. Lorsqu'ils vont en Europe, ils vont directement en Italie. La première fois que je suis allé en Europe, je suis allé directement à Milan. Voilà, vous vous êtes dit, est-ce que je suis au Maroc ou en Italie? Bon, et c'est une langue que j'aime beaucoup. D'autant plus que. D'autant plus avec cours comme ça, apparemment. Il y a même une anecdote. Selon la légende, on dit que la voiture, une Ferrari du luxe de Beckenbauer a été trouvée à Fremensala en 90. On le dit.
Alors, je voulais dire au début, lorsque je suis venu sur invitation de notre ami Eugène. L'aimable invitation. J'ai reçu sur mon email l'information, mais je voulais aller à Casablanca pour l'ouverture du Festival du cinéma indépendant que dirige l'un de mes, Ahmed Guélo, un cinéphile. Mais je n'ai pas hésité, je suis venu. Pourquoi je suis venu? Parce que M. Eugène, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un de très très souriant. Nous avons passé avec lui 2 journées dans un colloque parrainé par l'Académie. Mais c'est un joie lorsqu'il parle, il dédramatise, il a toujours des mots d'esprit. Avec ça, dans sa besace, il y a plein de mots d'esprit, d'anecdotes. Le côté improvisé, moi j'ai Oui, beaucoup. Et c'est un conteur, c'est un griot, je dirais même un griot. Et au fur et à mesure que vous parliez, je découvrais cet univers magique, fantastique d'Eugène. Je suis aussi conteur. Et je me prétends aussi humoriste. Mais je voudrais lire avec plaisir vos livres. Et j'ai lu Le Petit Zèbre qui n'aimait pas ses zèbrures. C'est curieux. Quelqu'un qui n'aime pas sa peau. Qui n'aime pas sa peau. Donc, qui n'aime pas sa peau. C'est l'aliénation, mais traitée de manière plaisante, de manière ironique. Mais c'est très bien. Moi je suis plutôt tenté par vos contes. Je ne dirais pas assez le plaisir que je trouve à vous entendre. Et ça, nous étions unanimes, hier et avant-hier, à l'Institut des études historiques. Rassurez-moi, j'étais quand même pas le seul, parce qu'il y a eu de formidables... Oui, je sais, mais on dit en arabe, il y a un morceau de vers que j'essaierai de traduire, même si c'est difficile de traduire la poésie. On dit c'est Beit l'Ibn Rumi yarti fihi ibnahu. C'est un vers de Ibn Rumi, un poète arabe, qui c'est à l'occasion de la mort de ses fils, et c'était quelqu'un qui était au milieu, le fils. Et c'est comme توخى الحمام أوسط الصبية فلله كيف اختار واسطة العقد. La mort t'a enlevé. Dieu, comment a-t-il pu choisir le pendentif du collier. C'est ça. Vous étiez ce pendentif. Mais je dirais pas, je dirais beaucoup de bien aussi de nos amis, de notre ami qui était traducteur, qui avait traduit le discours de cette honorable personne en anglais, qui jongle entre l'anglais et le français agréablement. Et notre ami aussi, Nassour qui est de Mayotte. Je voulais dire une anecdote, mais je voulais pas être long hier, parce que à Mayotte, j'aimerais bien que nos femmes adoptent ce genre cette forme de militantisme. C'est que je crois que c'était à la fin des années 60, des femmes chatouilleuses. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'égard des politiques véreux? Il les chatouillait. Oui, elle est chatouillée pour protester. Et quelqu'un est venu, parce que j'ai vu un documentaire sur Arte, quelqu'un est venu lui dire à quelques femmes qui étaient en train de chatouiller quelqu'un qui était par terre, arrêtez, vous allez le faire mourir. Parce qu'il est suffoqué. Et j'aimerais bien, et là c'est moi qui le dis, si vous voulez, c'est une forme très soft de protester, voilà, chatouillant. Non, pas nous, mais nous. Mais mon cher ami, j'aimerais tellement être accompagné des chatouilleuses de Mayotte, mais je vous recommande
Le balcon de Dieu, qui est un de mes romans, comme vous aimez ma forme de présentation de ce qui nous arrive ou de ce qui nous heurte, de ce qui nous rend petits alors que nous devons être grands. Quand je dis nous, c'est le continent, Oui, oui. c'est cette Afrique. Oui. Et je reviens toujours à elle, quand bien même elle se trouve du côté des Iliens, parce qu'ils ont une part de nous, ne serait-ce que de manière dans la paléontologie humaine, la source Zamzam, hein, la source miraculeuse, Oui, 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 elle part d'ici. Exactement, parce que en venant ici, j'étais dans le tram, je me suis dit, bon, je connais parce que je vous ai vu quelques fois dans quelques événements organisés par l'Académie, mais je voulais savoir quelque chose à propos de cet événement. Et j'ai lu votre entretien, comme ça, le chemin faisant. Et Zamzam, la première chose qui nous saute à l'esprit, c'est Zamzam de la Mecque. Et aussi Aïcha, c'est Aïcha qui nous vient. Parfois, on peut lire même Aïcha, parce qu'on peut lire ce qu'on a à l'esprit. Aïcha, pas C'est aussi les Et le sultan, comment s'appelle-t-il? Bokito. Bokito. Il y a des prénoms comme ça qui sont très très bien choisis, qui nous interpellent. Mais vous avez parlé de couscous, je vais pas. De couscous. Ibn Khaldoun avait dit Bilad al-Maghreb, le Maghreb. Le Maghreb, il y a Bilad Akl Couscous. Heureusement, nous avons pas beaucoup de choses à raser. C'est Halq al-Ru'ous ou Libs al-Bernous. Le Bernous, c'est le cap campé. Le Bernous. Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Je suis conteur également. J'aimerais bien lire vos livres. J'aimerais bien que vous me donniez l'autorisation pour raconter. J'irai à Zagora le 17. Avec Abdou, on est d'accord, hein? Moi, je suis d'accord. Je raconterai quelques-uns de vos contes à Zagora, parce que je serai à Zagora dans un festival de contes et d'art populaire. Et j'aimerais bien, si vous m'octroyez 3 minutes, 4 minutes, je vous dirai une petite fable théâtralisée, comme ça, pour égayer un petit peu. Peut-être dès qu'on prend les questions et qu'on puisse répondre, je suis contente parce que je ne suis pas la seule qui a été arrêtée. Si vous l'avez laissé parler jusqu'au bout, je vous aurais accusé de faire une... Non, mais vous savez, madame, je vous aurais laissé parler toute la nuit si j'avais toute la nuit pour le faire. Non, mais je vous taquine. Vous savez. Et je me propose pour traduire vos écrits. Bien sûr. Abdou, je voulais te dire que c'était une chatouilleuse. Oui. S'il y a des temps vers la fin. Alors, une question. Peut-être une dernière question. Oui, une dernière Très question. rapidement, je voulais juste préciser Zamzam. Le titre, est-ce que je suis arrivée un petit peu en retard parce que je pensais que c'était 19h. Et donc, voilà. Zamzam, par rapport avec Zamzam, effectivement, mais est-ce un personnage? Est-ce une eau bénite? Est-ce une extase? C'est tout ça, madame. Vous avez raison. Je commence par l'extase. C'est la signification de Zam dans ma langue maternelle, le béti. Zam, c'est l'extase. Et Zamzam, l'extase au carré, c'est le débordement de l'extase, c'est-à-dire presque la folie. Vous voyez? Donc c'est un personnage qui apparaît à un moment donné comme étant un personnage débordant de force, d'énergie, mais aussi parce qu'il a subi une forme d'humiliation, ça on n'en a pas parlé. Il a subi les taloches. Là, c'était l'inversion aussi que je voulais faire entre les personnages. Un qui est réputé en colosse, Abdou au carré. Il fait exploser la massue royale. Exactement. Puisque quand la massue, puisque c'est une des conditions pour être élu, le coriace africain, eh bien, qu'on vous frappe avec une massue royale, pour vérifier si vous avez vraiment une tête dure. Et quand on le frappe, c'est la massue qui explose. Donc il remporte le concours, sauf que
un jour, un soir plutôt, il va y avoir un concours, une forme de joute poétique. Dans une pièce, dans une grande salle, dans un salon organisé par Onisha, il y a une joute poétique. Il y a des écrivains, comme des universitaires brillants, comme ceux qui sont autour de moi, des auteurs, des conteurs, eh bien, qui rivalisent d'expertise et de mots et de capacité à réjouir leur auditoire. Et Onisha, qui assiste à tout ça, est émerveillée de tout ce qu'elle entend. Et elle traverse la salle à chaque fois qu'elle recueille ces éléments d'extase verbale. Elle va punir le vainqueur, le coriace, en lui disant « Voilà ce que toi tu es incapable de produire. Alors que tu es fort en muscle, tout ce que tu veux, tout ce qu'on veut, mais tu es incapable de produire cet esprit, ce bel esprit. Et pour l'humilier, elle lui administre des taloches. C'est la nuit des taloches. En fait, il y a un contraste entre ce personnage fort, qui a remporté un concours important, qui a fait exploser Massu, et qui est diminué uniquement en recevant les taloches d'une princesse Onisha. Et ce sont les taloches qui le rendent fou. Fou de rage. Et je dois préciser aussi que cette massue, qui est le symbole du pouvoir, le sceptre que porte le roi, et donc avec lequel il assoit sa supériorité en frappant la tête, lorsqu'il a demandé à connaître l'histoire de cette massue, on lui a répondu qu'à l'origine, cette massue servait à piler le son, le manioc, etc. Qu'elle était là à la base pour nourrir les populations. Elle avait ce rôle qui était un rôle salvateur, qui était un rôle nourricier et pas punitif. Et ce n'est qu'avec la malveillance et les malversations des hommes que c'est devenu un outil de punition. Et de terreur. Et de terreur. C'est au fond l'historique aussi de notre condition humaine. Nous avons des outils qui, au début, peuvent nous alimenter et ensuite qui deviennent des éléments d'asservissement. Et donc, il faut faire attention. Au fond, en disant ça, je disais qu'il faut faire attention aux instruments que nous utilisons, les métadonnées que nous mobilisons, cette intelligence dite artificielle vers laquelle nous courons avec les yeux fermés, ces machines qui sont faites, disons, pour nous faire rentrer dans la modernité, elles peuvent, si nous ne faisions pas attention, être aussi des instruments de notre dépérissement. C'est contre cela que j'ai écrit cette petite histoire de la massue royale. Et c'est vrai qu'en décrivant son évolution, qui est-ce que j'ai convoqué, cher Abdou? Le grand vizir qui était là, c'est ça? Non, c'est pas le grand vizir. C'est l'historien. C'est l'historien du royaume. Voilà, c'est l'historien du royaume. C'était aussi pour moi, en dehors simplement d'une critique, d'une satire et d'une critique sur les objets, saluer aussi le rôle des historiens et, comme il a dit mon ami traducteur, des conteurs. Peut-être répondre à la question de monsieur sur l'humour. Alors, comment faire? Comment je fais? Moi, j'ai pas d'humour. Comment je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment je fais. Les situations peut-être me donnent l'envie de dédramatiser. Et quand on essaye de dédramatiser, il y a comme une possibilité d'échapper au tragique par l'humour. Il me semble que dans ce petit texte, l'une des conditions d'accessibilité à l'humour était de l'offrir à ceux qui sont les plus enragés, qui le lisent. S'ils n'arrivent pas à rire, eh bien, je ne dirais pas qu'ils ont le droit d'aller à l'asile,
mais qu'ils ont peut-être la possibilité de s'interroger sur quelque chose Oui. qu'ils n'arrivent plus. Et de passer par le test de la massue. Ça c'est Abdou, mais je ne veux pas d'histoire. Ça c'est Abdou, je lui laisse la responsabilité. Mais comme je suis solidaire, je ne veux pas laisser mon frère tout seul dans cette galère. Mais justement, donc, en arrivant donc sur la rose dans le bus jaune, Oui. etc. Le personnage que tu as rencontré aux États-Unis, donc, il s'appelle Belle. Et quand j'ai vu juste ce nom-là, Belle, j'ai dit, ah là 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 là, il est allé beaucoup trop loin parce que, alors, on a le whisky écossais, Three Bells. Nous on a le thé ici. Hein. Oui. Donc, on a le Three Bells. Oui. Mais Belle, donc, vous savez très bien, donc, c'est une cloche, donc Oui. c'est un mot anglais. Oui. Et que Belle dit, comment tu as pu donc relier Antoine Belle, Oui. le gardien des lions indomptables, avec ce Belle, donc, Oui, je fais un personnage aux États-Unis. Ah. En fait, c'est un autre livre qu'on n'a peut-être pas ici, puisque nous parlons de Zamzam, mais revenir aux États-Unis, c'est un livre qui nous ramène à Tuskegee, en Alabama, à Rosa Parks, qui est né à Tuskegee, justement, en 1913, le 4 février, me semble-t-il. Et en voulant écrire l'histoire de Rosa Parks, je voulais aussi demander pardon aux Afro-descendants, aux Noirs américains, de ce que l'Afrique a pu faire pour participer à un commerce qui était dégradant et qui a eu des conséquences durables sur des personnes humaines, des hommes et femmes, des enfants, dont certains ne sont même pas arrivés là-bas et qui ont pour cimetière la mer. Et pour eux, je me suis dit, je ne vais pas juste parler de Luther King, je ne vais pas juste parler de, je ne sais pas, de ses compagnons de route, voire des blancs qui les maltraitaient, pas seulement. Je vais y mettre aussi des personnages venus d'Afrique, et curieusement le Bel dont tu parles. Il se trouve que Douala Mangabel était un roi de la côte. Je parle sous le contrôle de mon compatriote camerounais et professeur justement en Alabama. Douala Mangabel a été pendu par les Allemands en 1914, si mes souvenirs sont exacts, au début de la Première Guerre mondiale, pour avoir refusé l'expropriation des terres que les Allemands produisaient dans sa ville capitale. Voilà. Et il a été pendu au écoute avec Gossodine, avec d'autres personnages. Et donc j'ai plutôt pris un Bel, son fils, sa descendance, allant aux États-Unis pour représenter cette part africaine. Et du coup, je ne sais pas, la réaction, c'était pas du tout par effet de comique, non. C'était plutôt un personnage vraiment qui a existé, Douala Mangabel, et qui participe aux côtés de Rosa Parks, de Luther King, d'Abernathy, des pasteurs qui ont aidé à la fin de la ségrégation aux États-Unis. C'était ça, un nom qui avait une résonance avec une histoire africaine, mais qui avait aussi une résonance avec... Pour moi, donc, je l'ai lu autrement, Oui. parce que dans le calvaire des Baobabs, donc, j'expliquais que je dédiais donc, le calvaire des Baobabs à mon grand-père, donc, qui a refusé de travailler donc,
dans une plantation donc, de blancs à mettre, donc à compagnie, Ouais. et qu'on lui a tranché la malléole avec une hache, donc pour ne pas donc et donc toute sa vie, moi je l'ai vu boiter, et quand je me demandais bon grand-père alors tu boites pourquoi? C'est le pied la hache, je m'appelle ça. Le pied la hache, donc le pied la hache. Oui, je m'appelle ça. oui. Donc sur la malléole. Donc Oui. j'ai senti donc que tu as pris quelqu'un dedans, tu l'as introduit dedans, mais je me dis. Mais il n'était pas un acteur à cette époque-là. C'était vraiment à la fois un effet anachronique, mais un effet aussi de réparation. En mettant un personnage africain pour être dans la lutte. D'ailleurs, tu vois, le sort qui lui est réservé, c'est qu'il est assassiné par un drogué afrodescendant. Donc, comme un règlement de compte, comme ça en toile de fond, pour dire, vous nous avez jetés dans les bras du malheur extrême. Merci. Merci beaucoup, Eugène. Merci infiniment. Je pense que on n'a malheureusement plus beaucoup de temps pour prendre d'autres questions. Je vous remercie sincèrement de... Vraiment, s'il te plaît, Abdou. Oui, bien sûr. Bien sûr. La dernière. Oui, d'autant que je ne serai pas du tout long. Oui. C'est juste pour m'interroger sur le processus de création chez vous. Là, ce texte-là, c'est quasiment un texte sur commande, si j'ai bien compris, un peu un texte voulu par l'éditeur. Oui. Alors, ça se passe comment? Vous êtes plus à l'aise de cette façon, parce que j'ai senti quand même de la pression au regard de ce que vous avez dit, ou alors, est-ce que c'est une première expérience de ce genre? Il y en a eu d'autres? Expliquez-moi un peu le processus de création chez vous, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Ah oui, merci pour cette dernière question, merci à Aruna, et puis pour vous me donnez l'occasion de dire que s'il y a eu une demande, elle n'était pas assortie d'une thématique. C'est vraiment juste être au rendez-vous. Et quand il disait 100 pages, je crois que même dans sa manière de me le dire, de suggérer, Ebodé, recopie le botin, pourvu que tu signes à la fin. Donc il n'y avait pas d'effet de contenu. Alors quand j'ai commencé à écrire, donc je lui ai dit, voilà, voici l'histoire que je vais t'envoyer très vite. Il me dit, mais c'est pas possible, du coup, il faudrait peut-être... Et alors il me disait, ah oui, tu as jusqu'à janvier, février, mars. Et de toute façon, ça sera toute l'année. Parce qu'il s'est aperçu qu'il faut quand même, en partant de rien, et il se trouve qu'en 1 mois et demi, je lui ai rendu la copie. Donc il ne connaissait pas le contenu. Toutes les clauses techniques que j'ai évoquées, c'est moi qui me les impose, c'est pas lui. Et encore, j'ai répondu très exactement à sa demande, mais sans faire exprès. Parce que c'est 99 pages, mais en fait, il y en avait 102. Il y a 3 pages absentes, enfin 2 et demi. C'est Antoine Gallimard qui les a enlevées. C'est par décret? Par décret royal. Bien vu, Emmanuel. Parce que j'ai évoqué au début Gian Natale, Jean-Noël Schifano, mon éditeur, avec qui donc il voulait que j'écrive. Donc j'écris, mais qu'est-ce que je fais en écrivant? Je lui raconte, moi, à mon éditeur, pourquoi je suis silencieux. Et pour lui dire, non pas que j'ai des colloques, j'ai des lectures, j'ai des actes à produire, j'ai X ou Y, Z, je lui dis non. Voici ce qui m'est arrivé et qui a occasionné ce silence. Je suis allé dans mon pays, le Cameroun, en quittant les terres merveilleuses d'Afrique du Nord, où je suis, je crois aujourd'hui le Maroc, je ne sais plus très bien, et je me réfugie dans mon village pour passer quelque temps, et puis je me dis, je vais aller vers ce poète flâner, et puis je rencontre cette jeune fille qui s'appelle Onisha, et tout change. Et j'en tombe amoureux, mais je n'ai jamais rencontré Onisha. Donc c'était vraiment cousu, il ne savait même pas
qu'il était concerné. Et quand il voit l'ouverture, que j'appelle ici le prologue, elle me dit, c'est pas possible. Et justement, dans le prologue, je lui dis, eh bien, j'arrive bientôt à Paris et nous boirons du thé. N'est-ce pas? Exactement. Alors, pourquoi j'ai dit nous boirons du thé, à votre avis? Le Maroc. Voilà. Le lien? Si, je lui dis, c'est vrai, hein, je pense que si j'avais vécu ailleurs, je lui dis, je boirais, quelqu'un parlait de, je sais pas. C'est un de- breuvage marocain. Voilà, donc c'est parce que je vis au Maroc et que j'adore le thé. Hein. Donc je lui dis, on boira du thé. Alors, malicieusement, vous connaissez mon esprit maintenant. Donc il y avait l'épilogue. Il y avait l'épilogue. Alors il se trouve que mon traducteur est dans la salle et je vais lui donner, par votre question, je vais lui donner l'épilogue qui a été soustrait par une volonté très très noble d'Antoine Gallimard. Parce qu'il m'a déjà fait le coup de refuser de publier un de mes ouvrages. Il l'a fait une fois, un roman. Et un jour que je le rencontre, il me dit, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Mais ce roman vous aurait détourné de votre carrière d'écrivain. Je pense que si j'avais publié ce roman, je ne serais pas à Rabat. Donc je crois que ce Zamzam ne serait pas. Je ne serais pas à Rabat, en tout cas pas à l'Académie. Parce que j'avais écrit un roman politique qui n'est jamais sorti, que probablement on publiera lorsque je ne serai plus. Ça, c'est l'affaire de mes enfants. Oui, la titre posthume. Pas qu'il était vraiment dérangeant, mais avec le côté humoristique que certains peuvent mal prendre, je pense sincèrement que si j'avais publié ce roman, probablement que l'Académie aurait hésité, en tous les cas, à dire, bon, cet auteur n'est pas fréquentable totalement, en tout cas peut-être pour les siens, il peut être gênant. C'est des suppositions que je dis là. Mais Antoine, ce roman existe, il est écrit. Et d'ailleurs, il porte pour titre le récit national. Donc il manque dans les histoires du Cameroun. Et il ne voulait pas que je sois enfermé. C'est ça. Il préférait l'auteur qui peut parler de Mayotte, de Rosa Parks. L'univers est son royaume et pas du tout être dans une querelle intestine. Alors que c'est toujours ma façon d'écrire mobilisée. Et donc quand j'écris ce roman et que j'écris le prologue, en disant « Nous allons boire du thé, j'arrive bientôt à Paris, voici le texte, etc. » Je fais répondre à l'épilogue. Nous sommes désormais au courant de ce qui était arrivé. Antoine et moi t'adressons nos condoléances pour la perte de Nisha. Nous pouvons être tristes puisque la maladie que tu évoques, la mélancolie, n'existe plus. Mais que diable, que vient faire le thé dans le retrouvailles? Nous boirons la lagavouline. Et ça n'existe pas. Et Antoine dit, voilà, c'est un beau texte. On peut le publier sans le prologue, ni l'épilogue. Parce que lui, il pense à concentrer l'énergie. Et alors, il dit, sauf disposition contraire de l'auteur. J'ai admiré la phrase d'Antoine, tout comme il m'écrit régulièrement quand il y a un livre qui sort, mais il consigne de sa main. Sur la rose, il m'avait envoyé, je me souviens, j'espère qu'en entrant dans Folio, la rose ne se fanera pas. Il m'envoie des petits mots comme ça. Et sur celui-ci aussi, il a envoyé un petit mot. Mais avant qu'il ne sorte donc, il dit prologue, épilogue, non. Sauf disposition contraire de l'auteur, dont je lui écris, c'est pour les archives éditoriales, cher Antoine,
vous savez très bien comment je fonctionne, que je mobilise toujours les contrastes. Et j'aime que l'histoire croise un peu mon existence. Raison pour laquelle il y a mon éditeur, Gian Nathalie, que vous-même vous apparaissez dans l'épilogue. C'est ainsi que je fonctionne depuis très longtemps. Figurez-vous qu'avec Rosa Parks, j'ai fait en sorte que intervienne dans un roman biographique, rigoureusement biographique. Je parlais de sa naissance à Tuskegee, je parlais des événements qui lui sont arrivés, mais je commence le livre par un accident qu'elle a en 1994 lorsqu'elle reçoit un coup de feu. Enfin, elle est violentée par un gamin qui veut lui soutirer $50 et qui la brutalise, la poignarde. Elle a failli y passer. Et je commence par cet épisode pour montrer comment elle a échappé au tragique. Elle qui a inventé une nouvelle Amérique, mais elle n'a jamais eu d'enfant elle-même. Et son frère, Sylvester, en a eu 13, avec une seule femme. Et Rosa Parks, rien. Et donc, je la montre dans le premier chapitre du roman, en train de méditer sur cette malédiction. Elle ne connaîtra jamais les joies ou les tristesses de l'accouchement, en mettant l'hypothèse que le jour où elle refuse de céder sa place à un blanc dans un bus, elle a 42 ans, la ménopause menace, elle ne peut plus avoir d'enfant, c'est une hypothèse. Et ensuite, j'embraye sur des personnages complètement fictifs, dans une narration pourtant documentée, terriblement documentée, y compris le blanc, le faux blanc que j'invente, qui voulait s'asseoir à sa place. Je dis pourquoi faux blanc? Je l'appelle Douglas White Jr. parce que je me suis documenté. Je suis allé à la bibliothèque du Congrès, je suis allé à Montgomery, je suis allé dans les rédactions de l'époque, j'ai cherché. Where is the white man who wanted to sit at her place? I didn't find anybody. Et c'est pour cela que j'ai du coup inventé un personnage en lui donnant une généalogie. Si vous lisez ce texte, vous aurez le sentiment que je tiens la vérité. Et même maintenant, que les lecteurs me disent, mais ce blanc, il est tellement présent, et sa vie est racontée de manière formidable. Non, il y avait une nécessité. Tout comme dans ce roman, Zamzam, il y a une nécessité. À partir du moment où je me suis lancé, d'y aller, de mettre en place cette intrigue sur le contrat dont je vous ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, de répondre à madame en lui disant, Zam, c'est la joie extrême dans ma langue Betty, et de faire intervenir ma langue, Zam, là-dedans. Et puis quand vous la doublez, vous doublez l'extase, vous avez autre chose, la normale. Comme quoi, il ne faut pas abuser, il ne faut pas abuser des bonnes choses. On veut Zam, mais Zam, tu deviens Zéza. Voilà ce que j'ai voulu faire, j'espère avoir Merci infiniment, merci beaucoup Eugène. Si vous voulez faire signer votre livre, n'hésitez pas, venez. En tout cas, en mon nom et au nom de Livre-moi, je vous remercie pour votre présence. Merci. Alors,